Bon, on pense qu'on est là. Merci, bonjour à tous et merci d'être connectés aujourd'hui pour ce webinaire One Hour with CEA. Donc aujourd'hui, on va discuter ensemble de quelles solutions technologiques pour décarboner l'aéronautique. D'abord, je me présente, Hermine Renon, je m'occupe des partenariats industriels au sein du CEA et plus particulièrement au sein d'un département qui va développer les batteries et les piles à combustible dans tout ça pour décarboner la mobilité. Peut-être une petite présentation CEA. Vous connaissez peut-être le CEA plutôt autour de tout ce qui va être nucléaire. Donc effectivement, on travaille dans le nucléaire, mais pas que. On va avoir 4 directions. Une direction qui va être dédiée à la défense et la sécurité, pour la militaire, l'application militaire. Une direction dédiée à la recherche fondamentale. Une autre direction dédiée à la recherche technologique. Et enfin, une direction des énergies, dans laquelle on a la partie nucléaire et toutes les énergies renouvelables. Sein de cette direction, nous sommes le Mitaine, qui travaillons à développer les technologies de pointe pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Tout ça en renforçant les industries et en stimulant la création de valeurs d'emploi à travers la France et l'Europe. Notre mission est notamment de combler le fossé dans le processus d'innovation pour soutenir la compétitivité des industries. Ça veut dire, ça c'est une échelle de maturité, une échelle TRL. Donc, au sein du CEA, on va travailler plutôt de la preuve de concept expérimentale, on va trouver des idées qui ont pu être jusqu'à technologie qui est mature pour être industrialisée. Donc, on appelle jusque vraiment TRL6. Au-dessus TRL6, c'est vraiment les industriels qui s'en occupent. Donc, du coup, faire le gap entre tout ce qui va être un peu recherche universitaire et l'industrie. Pour se focaliser sur la décarbonation de la mobilité, on va travailler, comme j'ai pu le dire, sur 2 technologies principales, la technologie des batteries lithium et celle de la pile à combustible à membrane échangeuse de protons, dans lequel, pour ces 2 technologies, on va vraiment travailler au développement de nouveaux matériaux, parfois allant jusqu'à la synthèse de matériaux intenses, jusqu'à la réalisation de systèmes, et on y reviendra plus tard. Ces 2 technologies, elles peuvent être hybridées, notamment pour la pile à combustible, elle est rarement toute seule. Donc, du coup, on va avoir des solutions de dimension optimale et d'algorithmes de contrôle. On va également développer tout ce qui va être architecture de puissance, avec les différents convertisseurs innovants. L'électronique de gestion, qu'on va appeler DMS ou LCMS, qui va être là pour faire du diagnostic, avoir des outils pour faire le diagnostic, pour avoir un pronostic, pour avoir des idées sur le futur de notre technologie et avoir des indications par rapport à la conduite qui va vraiment commencer. Et enfin, l'intégration, du coup, dans un véhicule, ici, un drone, on en discutera un petit peu plus tard, et, du coup, toutes les connaissances qui vont être autour du moteur électrique. Aujourd'hui, on va se focaliser sur ces trois briques, on va dire, la pile à combustible, l'hybridation de la pile à combustible avec d'autres technologies, notamment la pile, et enfin l'intégration dans des applications volantes. Je vais laisser la main à mon collègue Boris qui va présenter. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Boris Versnel, je suis chef de laboratoire au CEA Iten. Et dans mon équipe, une vingtaine de personnes, on travaille sur les problématiques liées à l'intégration des batteries et des piles à combustible dans les véhicules. On va y revenir juste après. Mais en guise d'introduction, on voulait vous faire un petit rappel, déjà, ou donner quelques ordres de grandeur et principes physiques qui guident cette problématique d'intégration des piles à combustible et des batteries. Alors, on peut déjà se poser la question pourquoi est-ce qu'on n'a pas déjà des avions électriques qui transportent plusieurs dizaines de passagers, pourquoi est-ce qu'on n'a pas des avions qui volent, ou même des avions. C'est en fait un problème d'ordre de grandeur carburant. Ce qu'on appelle le jet fuel, le gasoil qui est très proche, ça a des densités énergétiques très très importantes en comparaison de ce qu'on peut faire notamment en batterie lithium, en densité gravimétrique, en gigajoules, kilowattheures par kilogramme, mais aussi en densité volumétrique. Pour l'hydrogène, le cas est un petit peu différent. Donc là, sur ce graphe de droite, vous voyez, on a pris comme référence le jet fuel, le gasoline qui est très proche.
Il n'existe donc pas de carburant qui ait une meilleure densité gravimétrique, donc des kilowattheures ou des mégajoules par kilogramme. Il existe des carburants qui ont une densité d'énergie massique faible et une densité d'énergie volumique plus importante. C'est le cas de l'hydrogène, par exemple. Par contre, effectivement, si on regarde les batteries, vraiment un ordre de grandeur très dessous. Si on fait un petit calcul d'ordre de grandeur rapide, ça reste un calcul d'ordre de grandeur, hein, c'est pour se donner des ordres d'idées en tête. Si je prends le calcul, on est dans cette d'énergie théorique, on est à 12 000 Wh/kg, on prend un rendement de 50%, le rendement de la turbine, on passe à 6 000 Wh/kg d'énergie utile. Si je fais le même calcul en batterie lithium, donc je considère un rendement qui est quasiment proche de 1 pour l'électricité. Dans mes cellules de batterie lithium, puisque un pack batterie est constitué de plusieurs cellules, on est aujourd'hui, les meilleurs technos autour de 300 Wh/kg. Tout simplement, comme j'ai dit, un pack batterie, c'est un assemblage de cellules, et donc il y a des sous-composants rajoutés, et donc quand je fais ça, j'alourdis mon pack, je diminue la densité d'énergie, et en gros, l'ordre de grandeur, c'est que je divise à peu près par 2. Donc de 300, je passe à 150 Wh du kilogramme, 150 Wh du kilogramme de densité d'énergie. Donc voilà, j'ai un rapport 40 par rapport au jet fuel. La raison est là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a pas encore, et on n'aura jamais des avions sans appareil qui volent en hélice. Si je fais un petit calcul sur la 319, un A319, c'est 76 tonnes, dont 20 tonnes de kérosène. Si je prends un rendement de 0,5 pour calculer l'énergie utile, et que je regarde ce qu'il faut en termes de pack batterie, en prenant 150 Wh/kg, et ben, je tombe à un avion avec qui a 800 tonnes de batterie. Donc ça s'appelle un train. Évidemment, ce calcul comme ça montre que on n'atteindra jamais, on n'aura jamais des avions avec les mêmes capacités d'emport que ce que peut avoir un avion au kérosène en avion. Par contre, là où c'est intéressant, je peux faire le calcul en hydrogène liquide et en hydrogène gazeux, stocké sous forme gazeuse. Pour les deux, on est à 33 000 Wh du kilo pour l'énergie théorique. Ensuite, j'ai le rendement de stockage. Je suis bien meilleur en liquide. Je suis autour de 25 000 à 10 000 au stockage. Après, j'ai le rendement de la pile à combustible qui est autour de 50%. Et donc, je tombe sur des densités d'énergie utile entre 12 500 et 5 000 Wh du kilo. Pour l'hydrogène comprimé, je suis autour de 1000. Donc là, on voit qu'on a des densités gravimétriques, massiques, bien plus intéressantes que la batterie. Par contre, là, ce que j'ai pas mis en exergue, c'est les densités volumiques, qui sont moins intéressantes que le jet fuel. Et en plus, donc là, c'est des ordres de grandeur au premier degré. Après, derrière, il faut prendre en compte le fait que ça modifie la structure de l'avion, rajoute des composants, des sièges. Donc le paramètre qui est la tonne de CO2 par passager et par kilomètre, la relation n'est pas tout à fait mais ça permet de fixer les ordres de grandeur et de comprendre la problématique. Si je retourne dans le domaine des batteries, quels sont les roadmaps 2035 on n'atteindra pas les 1000 Wh/kg. Alors, on reste entre 300 et 500 Wh/kg. Voilà, avec les technologies existantes. On n'est jamais à l'abri d'un breakthrough, mais pour l'instant, on ne le voit pas. Et en technologie lithium, on atteindra certainement il y a 5 tonnes vers les 500 Wh/kg. Au niveau cellule, encore une fois, il faut passer au niveau divisé par à peu près 2. La densité d'énergie. L'autre aspect qui fait qu'on n'a pas déjà des avions électriques qui ralentit cette progression, c'est la sécurité. Donc là, c'est le fameux robot oscillien de la NASA, 2 kWh, qui est parti en emballement thermique, qui est prenait simplement 2 kWh, la quantité d'énergie qui est prenée, la difficulté après derrière pour l'éteindre. Donc la problématique de la sécurité est très importante. De batteries lithium-ion intégrées dans un avion, surtout pour des batteries propulsées pour l'énergie. Pour autant, on va en avoir besoin de ces avions. Je ne refais pas le cours sur le climat. Il faut qu'on diminue nos émissions de 5% de CO2. L'aéronautique doit prendre sa part parce que de toute façon, un monde à plus 3, plus 4, plus 5 degrés, c'est un monde où il n'y a pas d'avion parce qu'on aura pas de problématique de prendre l'avion. Pas mal d'études ont été faites sur comment réduire les émissions de CO2. Il y a tout un tas de leviers possibles. La modération de la croissance est un des leviers principaux, il ne faut pas se le cacher. Mais les technologies, ce qu'on appelle les carburants alternatifs, les batteries, les hydrogènes, c'est aussi un levier indispensable. C'est ce sur quoi on va parler.
Du coup, le petit message qu'on voulait dire ici, c'est que si on veut mettre des batteries dans un, il faut diminuer la masse et il faut augmenter la sécurité. Et c'est deux objectifs qui sont vraiment antagonistes. On va faire voler des batteries dans un bloc de béton. C'est pas possible. Donc il faut qu'on trouve un compromis. Et c'est le message clé, c'est-à-dire que intégrer une batterie dans un avion, c'est forcément faire des compromis sur quelque chose. Et on va jouer sur l'architecture électrique, sur l'architecture thermique, sur l'architecture mécanique. Et donc tout ça nécessite une optimisation, parce qu'en plus derrière, il faut pas oublier les contraintes de vieillissement, les contraintes de coût, et les contraintes bien sûr d'empreinte environnementale qui sont importantes notamment et qui vont être intégrées via la législation. Voilà pour la petite partie introductive. Donc maintenant, je vais rebasculer sur ce qu'on fait nous dans notre laboratoire et parler d'architecture innovante. Donc là, je vais me concentrer sur l'aspect batterie et mes collègues prendront ensuite le relais sur l'aspect pilote. Au sein du laboratoire, on traite tout un tas de problématiques liées à l'intégration des piles combustibles et des batteries. On parle ici dans les avions. Parce qu'aujourd'hui, je vais me concentrer rapidement sur trois points. L'aspect architecture électrique, l'aspect dimensionnement optimal, juste avant, et l'aspect ce qu'on va appeler prototypage rapide, approche semi-virtuelle. Premier aspect, rapidement, l'architecture électrique des systèmes batteries, intégrer un système batterie dans un complexe qu'est l'avion. Et c'est le cas pour tous les véhicules, mais l'avion est encore plus complexe. Une voiture, par exemple, c'est traiter de beaucoup de sous-problématiques. D'accord, il faut prendre en compte la technologie de la batterie, électrique, la chimie, la sécurité. Il faut prendre en compte l'ensemble des sous-composants de l'architecture électrique, le moteur, le convertisseur, etc., les interactions, qui ont ces composants. Il faut qu'on parle d'électronique de puissance, parce qu'on va concevoir des convertisseurs spécifiquement pour cette application. Il faut bien sûr parler de compatibilité électronique, ça c'est vraiment un problème majeur. Il faut parler aussi de conception mécanique et de l'influence qu'a la conception mécanique sur l'architecture électrique en termes de distance de fuite, distance d'isolement, épaisseur d'isolation. Beaucoup de notre expérience, beaucoup d'emballements thermiques sont liés à une mauvaise gestion des contraintes diélectriques, des avançages spontanés qui peuvent se créer par l'usure des isolants, par exemple. La problématique de la foudre, c'est une problématique importante à traiter, qui est complexe. Et donc, l'idée, c'est que on a de l'expérience au CEA sur tous ces aspects. On a des équipements qui peuvent faire les tests. C'est appliquer dans une certaine mesure les standards concernant les applications. Et cette expérience, on l'a acquise par la réalisation d'études, de prototypes sur tout ce qui bouge, tous les types de véhicules, dont un certain nombre d'expériences dans ça, c'est pour l'aspect architecture électrique. Le second point que je voulais mettre en exergue, dont j'ai déjà un petit peu parlé dans l'aspect introductif, c'est le dimensionnement. Quand on parle batterie, les batteries, c'est un monde de compromis. Jamais, on est toujours obligé de relâcher des contraintes, toujours obligé de chercher. On n'a jamais la batterie idéale, surtout dans une application aussi contrainte qui est aéronautique. La sécurité et les performances sont vraiment deux points. Du coup, pour mon application, la question qu'on va essayer de résoudre, c'est quel est le système batterie que je donne? C'est-à-dire, quelle est sa taille, en termes de performance, d'énergie, de puissance, quelles sont ses caractéristiques? Quelle est la chimie que je vais mettre? Quelles sont les références de cellules? Combien de cellules? Comment je fais les agences? Les agences en série parallèle? Quel type de refroidissement? Par air, par plaque froide, par immersion? Quelle est la source froide, etc. Quelles sont les protections électriques qu'il faut que je mette? Quel est le contrôle, le VMS, le système? Est-ce que c'est un système très intelligent? Est-ce que c'est un système basique que j'utilise? Tout ça, c'est des questions qu'il faut qu'on traite, et qu'il faut qu'on traite idéalement de manière globale. Parce qu'il y a des rétroactions entre toutes ces questions, toutes ces questions. Donc, ce sont des choses qu'on traite, on développe des méthodes d'optimisation, des modes d'optimisation basées sur la connaissance de collègues laboratoire connexe, plus en conception mécanique, en modélisation. Donc, voilà. Excusez-moi. Voilà. On s'appelle sur ces aspects de dimensionnement, la batterie idéale, c'est une batterie qui est à la croisée des chemins entre performance, durabilité, sécurité, et de plus en plus, empreinte environnementale. Donc, il faut qu'on trouve le bon.
La batterie d'un système multiphysique, hein, juste pour rappeler, c'est à la fois mécanique, il y a la mécanique, il y a l'électronique contrôle, il y a l'électrochimie, il y a la thermique, il y a l'impact environnemental, et il y a l'électronique de puissance. Et tous ces physiques, tous ces systèmes sont en interaction. C'est pour ça qu'il faut. On s'appuie au CEA sur un savoir-faire d'environ 20 ans sur ce domaine-là. On s'appuie à la fois sur en fait, la force du CEA sur ces sujets, c'est la transversalité. Parce qu'on va s'appuyer sur une connaissance très fine de la physique. On va être capable de faire la remontée par modélisation depuis l'échelle matériaux jusqu'à l'échelle système. On est capable de modéliser toute la chaîne de la batterie, la mettre en œuvre dans des algorithmes d'optimisation, dans la simulation du multiphysique. Donc c'est tout ça, c'est des études qui vont permettre d'essayer d'identifier le. L'autre sujet que je voulais mettre en dialogue aussi, c'est l'aspect hybridation. L'hybridation, c'est se poser la question. J'ai un système hybride. Donc un système hybride, c'est un système qui a plusieurs sources d'énergie. Typiquement, le classique, c'est j'ai une pile à combustible. Si j'ai une pile à combustible, j'ai souvent besoin d'une batterie. Déclaration de puissance importante. Donc, dès que j'ai deux sources de batterie, dès que j'ai deux sources d'énergie, ça peut être plus simple. Je peux rajouter une turbine, etc. C'est comment est-ce que je dimensionne chaque chose. Comment est-ce que j'architecture, je dimensionne l'ensemble. Quelle est l'architecture optimale? Est-ce que c'est série, parallèle? Est-ce que c'est un mix? Quelle est la tension du bus? Est-ce que j'ai plein de convertisseurs pour chaque composant? Ou est-ce que dans certains cas, je peux m'en passer? Et puis, bien sûr, quelle est la stratégie de gestion optimale des différents sous-systèmes? Est-ce que c'est juste une voie de répartition de puissance simple, qui va, tout ce qui est au-dessus d'une certaine fréquence, c'est la batterie, en dessous, c'est la règle concile, ou est-ce que je peux avoir des choses plus avancées? Tout ça, c'est des aspects, l'expérience, on arrive à faire. Voilà. Encore une fois, c'est parce qu'on est capable de faire le lien entre la modélisation, on a une connaissance très fine des composants, puis la combustible, batterie, et qu'on met en relation avec la connaissance applicative. Voilà. C'est là-dessus qu'il y a notre force aussi. Pour ces aspects hybridation, on s'appuie sur une plateforme qu'on appelle XIL, X pour Arduino de modèle système. Je ne rentre pas dans les détails, mais en gros, l'idée, c'est de coupler à la fois des composants physiques, par exemple, je vais prendre une vraie batterie, une vraie pile à combustible, couplée à des modèles. Ça peut être un modèle, une pile à combustible, un modèle. Je peux mettre des choses en série, en parallèle, etc. Et je fais fonctionner tout ça en temps réel avec un contrôle que j'ai développé ou un contrôle que j'ai acheté et que je fais tourner sur une plateforme de prototypage. Et donc, ça permet d'accélérer vraiment les phases de développement, de vraiment gagner du temps. C'est ça vraiment l'idée, c'est de gagner du temps dans le développement, dans la montée en terre. Et donc, avec nos installations, on va être capable de faire tourner tout ça avec des fortes puissances pour électrique, on a des arrêts. Voilà pour l'aspect intégration batterie. Je passe la main. Voilà. Merci à tous. Je fais une petite digression pour peut-être vous expliquer le principe de la pile à combustible. On parle de pile à combustible avec au moins l'échangeuse de protons, ce qui veut dire que en fait le principe c'est qu'en entrée on va avoir deux hydrogènes. Cet hydrogène va se diviser en H+, réagir avec l'air, c'est une autre entrée, l'air, l'oxygène de l'air. Cette réaction, en fait, on va créer de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'eau, H2O, plus de l'électricité des électrons et de la chaleur. Ça va générer la chaleur, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a un moins de 50%. Puis la combustible a moins l'échangeuse de protons, ça veut dire qu'un élément principal va être une membrane, c'est une discrimination. De chaque côté de cette membrane, on va avoir des électrodes, une électrode négative pour le côté GaN, positive côté R. Donc ça va faire un peu comme une batterie, doucement. Et par-dessus, des couches de diffusion de gaz, ce sont des fibres de carbone qui vont permettre la bonne répartition du gaz le long de la membrane, cette surface, avec les surfaces actives. Et tout ça, ça va nous former un assemblage de 20 électrodes, un MEA en anglais. Cet élément va être associé à une plaque bipolaire. Cette plaque bipolaire, c'est deux plaques métalliques, en chimie métallique, pour des questions de masse et de volume.
qui vont permettre à l'électron d'être récupéré et le gaz d'être amené jusque cette membrane. Là, ici, au milieu, vous pouvez voir ce qu'on appelle single cell, donc c'est une cellule, on en discutera plus tard. On va assembler, en fait, ces deux éléments, membrane, enfin, un single membrane électrode, plaque bipolaire, un single membrane électrode, plaque bipolaire. Tout ça, ça va faire un stack, les empilés, stacké en anglais. Et ce stack va être associé à des composants, à d'autres composants, on va voir ça juste après, pour en faire un système. Ce système va être intégré dans une application, si c'est une voiture, effectivement, comme également des amis. Et après, on va avoir, en plus de tout ça, toute la partie stockage hydrogène, qui est quand même une partie importante et non négligeable de tout ce système qui est la combustible. Donc, en plus en détail sur un système, comme j'ai pu vous le dire, on va avoir plusieurs lignes. Voilà, enfin, un circuit, il y aura un circuit air, donc c'est l'air capté à l'extérieur, va être compressé, entre 2 et 3 bars à l'intérieur de la pile à combustible, généralement. Il va être humidifié, la membrane est un polymère, donc il bien être dans l'eau. Et après, on génère de l'eau en sortie. Cette eau, elle va avoir également la lampe d'AG. Et l'air également qui sort des cellules à combustible. Le circuit hydrogène, on va avoir un stockage qui va être liquide ou gazeux. Ici, c'est en place, c'est liquide gazeux. Là, on va avoir toute la partie également humidification en entrée. Et après, l'hydrogène, on va trouver en surquantité, en surstoichiométrie. Et donc, du coup, on aura plus que les stades à réaction. Il y a également de sortir de stack. Et cet hydrogène, on va le réinjecter parce que l'hydrogène, c'est quand même assez cher. Voilà, on va éviter de le perdre. Et enfin, le circuit de refroidissement, on génère 50% de chaleur en fonction de la taille de votre pile. Si vous êtes à 300 kW électrique, vous allez avoir 300 kW thermique à évacuer. Donc, bien suivre le mousse. Et tout ça avec un contrôle de la pression, de la température, d'humidité relative, du flux de gaz et de la puissance, et un système de management. On appelle CFC. Au sein de CEA, on va travailler sur ce qu'on appelle toute la chaîne de la valeur, de la pile à combustible. Donc, un petit peu d'électrolyse, basse température et tout, c'est la production d'hydrogène vert. Au sein de la pile à combustible, on va travailler de la partie matérielle, le travail est quand même principalement axé sur les électrodes et la GDN, moins développé les membranes. Et dans ces parties électrodes, on va avoir le développement de catalyseurs. Le catalyseur principal, l'élément principal de l'électrode, c'est actuellement le platine. Et ce platine coûte assez cher, donc on va essayer d'optimiser les quantités de platine présentes dans l'électrode. On va travailler sur la partie cellule, je vous ai parlé de l'assemblage de tous ces éléments, mais également le développement de plaques bipolaires. Ensuite, l'assemblage des stacks, tout ce qui va être également la gestion de l'étanchéité entre l'air et l'hydrogène. Vous savez que l'air et l'hydrogène ensemble ne font pas forcément bon ménage. Il va bien falloir des choses assez très étanches et qui flottent dans le temps. Et toute la partie, en fait, test, non, tous les éléments vont avoir des capacités de test, partie matériaux, cellules, stacks et système. Et tout ça avec une gestion de la sécurité hydrogène à chaque étape. Pour bien gérer les risques et les risques des piles. Donc, juste après, j'ai laissé mes collègues vous parler d'abord de la partie intégration système, puis de la partie plaque bipolaire. Bonjour à tous, je m'appelle Christophe Inkeline, je travaille au laboratoire système pile à combustible, au CEA Liten. Donc, je vais vous présenter le projet RAPACE pour illustrer un petit peu ce qu'on fait côté système. Donc, le projet RAPACE, c'est ce que c'est. C'est un projet qui avait pour but de faire voler un drone pile à combustible, donc un drone à de 400 kg, propulsé par un système pile à combustible hydrogène. Ce projet a été porté par deux acteurs, donc le CEA d'une part et l'école de l'air, son centre de recherche d'autre part, donc le CREA, centre de recherche de l'air, l'espace. Eux sont l'utilisateur final du drone, et nous, côté CEA, on a conçu, développé et opéré le système pile à combustible, et on essaie aussi de charge du remplissage hydraulique. L'avion lui-même, on va dire le vecteur, le drone sans la pile à combustible, c'est Atexi, PME situé dans le Var, qui s'en est chargé. Les objectifs du CREA étaient d'étudier l'aspect furtif du drone, donc signature thermique, électrique, thermique, chimique et sonore, et formé également par pilote. Et nous, côté CEA, notre objectif, c'était, encore
un système 20 T-Reg, T-3, de l'alléger, de le complexifier, de lui apporter de nouvelles fonctions qui n'étaient pas présentes, qui étaient indispensables pour aller sur un drone, et d'en optimiser un certain nombre d'autres. Et enfin, d'intégrer ce système pile à combustible dans le drone avec T6 et ensuite de faire des vols, de tirer le retour d'expérience dessus. Le point différenciant, les points différenciants de notre système pile à combustible développé dans Rapace, c'est tout d'abord, alors, commencer à pas mal d'hydrogène, que ce soit le tournante, moteur, ou des copies. La plupart, la grande majorité, sont des systèmes pile à combustible avec un cathode ouvert et un refroidissement par air. Alors, le gros avantage, c'est que c'est très léger. L'inconvénient, c'est que c'est limité en termes de plage de température ambiante. Ça fonctionne bien entre 0 et 35 degrés. Non, en dessous et au-delà, ça fonctionne. Nous, on a pris une partie de retenir la technologie qui est utilisée dans l'automobile, dans les camions, c'est-à-dire refroidissement liquide et cathode fermée, ce qui permet de fonctionner dans une plus large plage de température ambiante, température négative et jusqu'à le deuxième point différenciant de la pile Rapace, c'est que c'est une technologie qui est souveraine, on peut dire. Le système pile a été conçu, développé intégralement au CEA. Le cœur de pile est un cœur développé scolaire, notamment avec propriétaire CEA. C'est un élément qui est vraiment clé dans la performance de la pile. Et on s'est aussi fixé comme contrainte d'approvisionner les composants critiques en France ou en Europe. Ouais. Et donc, pour expliquer un petit peu quel est l'intérêt d'un produit d'hydrogène par rapport à d'autres drones de pulvérisation, par rapport au drone thermique, c'est la furtivité, la signature chimique, on n'est que de la vapeur d'eau, pas de polluants, inox, particules, monoxyde de carbone et autres. La signature thermique, puisque les piles à combustible qu'on utilise fonctionnent à basse température, c'est-à-dire à 80 degrés, alors que les moteurs thermiques, les gaz d'échappement vont être à plusieurs centaines de degrés. Et une signature sonore, c'est la pile est quand même assez silencieuse. Voilà. Et après, par rapport, les avantages par rapport à un drone à batterie, qui lui, par c'est le poids, comme l'a expliqué mon collègue Maurice tout à l'heure. Et là, on peut l'illustrer à partir du graphique là, en bas à droite. En abscisse, vous avez la durée de vol, en heure. En ordonnée, vous avez le poids. En pointillé, vous avez le poids que ferait une batterie, alors soit 150 Wh par kilo, soit 200 Wh par kilo. On voit que ça augmente linéairement, en partant de zéro, c'est-à-dire que je vole des grosses secondes de batterie. Et tandis que la pile, c'est différent. C'est-à-dire que pour voler, il faut déjà mettre la pile à combustible, qui va peser un certain poids. Là, les trois lignes pleines, ce sont trois hypothèses de densité de puissance de pile à combustible, entre 200 et 550 watts par kilo. Et une fois qu'on a mis la pile à combustible, on a une masse, on n'a pas encore d'énergie. Il faut rajouter le réservoir d'hydrogène. Et donc, c'est pour ça que les pompes ne partent pas de zéro, mais partent simplement 0 heure, et ensuite on augmente. Par contre, vous voyez que la pente est beaucoup plus faible, on augmente beaucoup moins vite avec la batterie, grâce à la densité d'énergie de l'hydrogène qui est bien supérieure à celle des batteries, comme expliqué précédemment par vos collègues. Là, donc c'est un calcul qui a été fait pour un cas d'application, un calcul pour Oscar, Rapace, qui vole de puissance moyenne. Et voilà. Évidemment, ce calcul est à faire pour chaque cas d'application différente, mais ça donne une idée. En gros, ce qu'on voit, c'est qu'en dessous d'une heure de vol, la batterie est plus intéressante. En gros. Et au-delà d'une heure de vol, la pile à combustible et son réservoir d'hydrogène deviennent plus léger que la batterie. On va vers les grandes autonomies. Les classes. Donc ensuite, côté système, comment on s'y est pris? On a d'abord fait des essais sur la pile à combustible elle-même, le stack, pour comprendre son fonctionnement et sa réponse électrochimique en fonction des conditions opératoires, donc les températures de fonctionnement, l'humidité à l'anode, l'humidité à la cathode, etc. Ce qui nous a permis d'une part de mieux comprendre sa réponse en termes de sollicitation de la technique, à des échelons de puissance, sa dégradation dans le temps, etc. Ça nous a permis également de faire de la modélisation, donc modélisation de la réponse électrochimique du stack en fonction des conditions opératoires, d'une part, modélisation du compresseur aussi, par exemple. Tous ces modèles alimentent l'équipe modélisation et mentionnement collègue Chris. Et ensuite, on a fait, à partir des spécifications fonctionnelles, avec des températures, etc. On a ensuite utilisé un code de calcul CEA pour dimensionner le système et notamment le stack
combien de cellules on met dans le stack. Sachant que là, on a deux effets antinomiques. Plus le stack est gros, plus on a de cellules, en fait, hein. Plus le courant va être bas, pour fournir de puissance, mais plus le stack va être lourd. En revanche, le fait d'avoir un meilleur rendement va permettre, doucement, de réduire la consommation d'hydrogène et donc la taille du poids qui va avoir d'hydrogène. C'est deux effets contradictoires et l'optimum fait là-dessus. Et voilà. Donc, pour illustrer un peu plus, donc là, on retrouve, comme dans le carapace qui fonctionne dans la puissance moyenne de 100 watts, on voit que quand le rendement augmente, le nombre de cellules stack dit et le courant et donc c'est le cas étude pour 3 cas, donc une autonomie de 2 heures, 5 heures et 10 heures qui correspond à cette énergie utile 2 kWh, 5 kWh. Et on a pris l'optimum, on a retenu le nombre de cellules du stack optimal pour 5 kWh et on voit en fait sur le graphe du haut que l'optimum sur la courbe rouge pour 5 kWh, il est quand même très proche des optimums optimal à 2. Le stack pour fonctionner a besoin d'un tel sous-système. Donc, sur le stack, nous, on a fait des composants d'assemblage, donc ce sont des composants qui pressent le stack, donc on a fait des composants en impression métallique 3D, optimisés en version de la masse, et pour intégrer des fonctions. Pour ce qui est du sous-système thermique, on a aussi fait un vase d'extension en impression 3D, mais cette fois, pour y intégrer aussi le maximum de fonctions, notamment la pompe à eau, l'organe de régulation thermique, pour réguler la température du circuit, toujours dans un souci de capacité maximale et de diminution de la masse. Le sous-système hydrogène est composé d'un réservoir d'hydrogène gazeux sous pression intransolaire du commerce, avec sécurité sur les étages de pression, et une alimentation alternée en hydrogène, c'est-à-dire que un jeu de vanne, d'électrovanne, ou une ferme alternée, on alimente tantôt par un endroit, tantôt par un autre, ce qui permet de faire de la recirculation d'hydrogène dans le stack sans avoir besoin de fond de la circulation. Ça progresse pas. Et voilà, le sous-système R, c'est classique, ça propose en passation. Le sous-système électronique et électrique de puissance, on est parti sur une base pour faire la conversion. En fait, on a une architecture d'hydrogène qui est classique. Vous voyez ici sur le schéma, la pile et la batterie sont en parallèle, et on a un DC-DC qui va convertir le niveau de tension de la combustible vers le niveau de tension du bus batterie. Et par contre, l'étage, la partie convertisseur, on est parti d'une grille commerciale haute performance, et on a fait un convertisseur parallélisé, on a mis en parallèle plusieurs de ces grilles, et c'est vrai qu'il a réalisé l'architecture électrique, conception et enfin, côté contrôle commande, on a utilisé un hardware commercial, mais la stratégie de pilotage a été développée par cela et le code associé. Ensuite, il s'agit d'intégrer ce système BIM dans le drone, donc en respectant un tas de contraintes d'intégration pour cette système, contraintes d'intégration mécanique, fluidique, hydrogène, safety, électrique, etc. Une AMDEC a été réalisée également pour identifier les points mûrs en termes de safety. Et donc, il a fallu faire l'étude d'intégration, voir comment on arrive à rentrer ce système qui est possible dans le drone. Là, à droite, vous voyez une coupe vue transparente du drone. Alors, on voit à gauche le train avant et à droite, à l'arrière, on voit le moteur. Donc, situé à l'arrière. Et donc, il fallait faire rentrer ce système qui est dans le volume qu'on voit et en respectant également certaines répartitions de masse. Ça, c'est les contraintes côté AT6, côté avion, on va dire. Et nous, côté CA, il fallait qu'on respecte des contraintes de safety, voilà, ils des composants qu'on peut pas mettre sur un côté safety, si l'un part, je sais pas si par renouvellement thermique, sur le côté du hydrogène. Voilà. Il y a, en fait, voilà, il y a des composants qu'on peut mettre sur le choisi, dans le fuselage, etc., des cartes de charge à respecter, dans le circuit, on peut pas mettre des composants dans le même circuit, et vous posez du drone. Pareil pour les liaisons électriques, donc c'est les contraintes de maintenance, etc. Une fois qu'on avait fait ça, on a, en parallèle, on a testé de manière unitaire les différents composants du système. Par exemple, ici, l'image de compresseur utilisé, qu'on a testé en enceinte pneumatique entre moins 40 degrés et plus 55 degrés. On a toujours des champs compresseurs, voilà, des fonctions, ce qui a permis d'alimenter d'une part les modèles et donc le fonctionnement du système, et d'autre part, qualifier ce fonctionnement le plus représentatif possible.
Une fois que tous les tests unitaires ont été réalisés et toute l'intégration terminée, on a assemblé le système BIM dans la configuration la plus proche du drone pour le tester chez nous en laboratoire. Au préalable, on a la mise au point, c'est-à-dire que chaque puissance, on a déterminé comment il fallait piloter les différents actuateurs, le compresseur d'air, à quelle vitesse la pression tournait, les électrodes d'hydrogène, sur l'application internet, etc. La fréquence, etc. Une fois que le système a été mis au point, on a qualifié en laboratoire. Tout ce qu'on a pu tester, validé avant de descendre dans le drone, et dans le drone, on a fait voilà. Ici, on voit l'exemple, l'image du test en inclinaison, j'ai le système fonctionne bien, c'est important, puissance. Ensuite, on a été chez Atexis dans le Var pour intégrer avec eux le système qui a aussi dans le drone, intégration mécanique, électrique, contrôle de commande, etc. On a fait des essais au sol pour valider ce qui n'avait pas été validé avant, notamment l'aérodynamique interne, le refroidissement également, vérifier qu'on avait bien les bons composants à l'intérieur du fuselage qui sont suffisamment pour son produit, que les contrôles de commande de la vie possible et du drone sont interfacés correctement et que toutes les informations redescendaient au sol correctement via la télémétrie. On s'est chargé également de tout ce qui est remplissage d'hydrogène. On a testé d'abord chez nous à Grenoble, puis ensuite à Courrières chez Alexis, et ensuite à Salon de Provence, qui était le lieu de destination finale du drone. On voit à droite, c'est la station d'hydrogène qui remplit le réservoir d'hydrogène à partir d'une bouteille d'hydrogène des 50 Quelques mots sur les caractéristiques du drone. Donc, c'est un drone de valeur 5,6 mètres, de masse totale au décollage 32 kg, qui vole entre 60 et 100 km en croisière, en consommant à peu près 1 kW croisière, et qui peut fournir le système pilote possible et sa batterie d'hybritation pour fournir 3 kW maximum en décollage typiquement. Et donc, c'est la batterie d'hybridation qui nous a conditionné et rechargeable. Faire appel régulièrement à la puissance. Là, on peut voir une petite vidéo du premier vol du drone. La pile elle-même est silencieuse, mais vous verrez que ça fait quand même un peu de bruit. L'hélice, en fait, c'est l'hélice qui fait. Bon, je vous laisse le lancement de la vidéo. Ça. Voilà, donc c'était un exemple pour illustrer un petit peu. Donc la pile elle-même ne fait pas de bruit en fait, quasiment pas, mais c'est vraiment l'hélice. Voilà, donc pour ce projet, l'hélice, un peu de travail acoustique sur l'hélice. Voilà, donc c'est pour nous faire un peu ça, et maintenant je vais passer la parole à mon collègue Jean-François. Bonjour, Jean-François Bachot. Donc moi, je vais vous présenter une nouvelle technologie de réalisation des cellules PEM qui est actuellement en développement au CEA. Donc la l'idée, en fait, c'est d'imprimer les cellules. C'est intéressant pour le secteur aéronautique, notamment parce que grâce à cette technologie, on peut enseigner la cellule. Donc un petit rappel du contexte, au CEA, on fait on a développé des plaques bipolaires depuis 25 ans. Ces développements ont amené jusqu'à des transferts techno, par exemple à Saint-Léon, qui a amené ces technologies maintenant à un stade commercial avec sa factory également. Et en parallèle, depuis quelques années, on travaille sur le développement de nouvelles techno. Donc, au lieu d'emboutir les plaques, les plaques bipolaires en emboutissage, l'idée c'est d'imprimer des circuits. Et donc récemment, on a pu valider cette techno en fait sur une géométrie 100 cm qui nous a permis de montrer qu'on pouvait atteindre des constitutions vraiment intéressantes. Et puis ce qu'on verra après, c'est que l'idée c'est qu'on va regarder ce qu'on peut faire maintenant sur des surfaces bien. Donc vous avez ici à gauche une plaque à l'état de l'art. Finalement, ça c'est les plaques qui étaient dans le projet Rapace. En fait, ces plaques bipolaires embouties, elles ont pas mal de limitations. L'idée, c'est de les alléger, et en fait, on n'arrive pas à descendre des épaisseurs feuillards à 80 microns, parce qu'on n'arrive plus à emboutir. Et puis, surtout, on n'arrive plus à souder ces plaques sans défaut.
De même, l'idée, c'est d'imprimer les motifs dans le canot, et avec des feuillards plus fins. En fait, on a un peu du mal à descendre en dessous de motifs dans le canal à la fin des. Du coup, vous avez sur la droite une plaque imprimée. Donc là, l'idée, c'est de garder le feuillard blanc et puis d'imprimer les circuits fluidiques dessus. Là, on a la réalisation du circuit de refroidissement, par exemple. Et du coup, l'avantage de cette techno-là, c'est qu'on a commencé par imprimer des plaques des feuillards de 50 microns, et là, maintenant, on a validé l'impression de feuillards jusqu'à 20 microns. Donc, ça permet pas mal d'alléger les systèmes. En termes de largeur de motif, c'est pareil. On n'a pas encore optimisé tout, mais on a pu imprimer des motifs dans le canot qui c'est 400 microns au total. Et Christophe en a parlé tout à l'heure, on a aussi pu intégrer, vous voyez, on voit que sur la plaque, on a deux alimentations hydrogène, on peut intégrer l'alimentation alternée qui a été portée au niveau 5. Alors, je vais juste vous passer un petit film pour voir ce qu'on fait à l'heure actuelle. Donc, à l'heure actuelle, on imprime nos plaques par sérigraphie, sur une motif de 100 cm². Donc, on va avoir un petit film très réduit qui montre ce qu'on fait pour l'instant à l'échelle de l'Europe. Réduction des coûts, compacité et nouvelles architectures sont autant d'enjeux à adresser pour les nouvelles générations de piles à combustible. Le CEA Liten a validé une géométrie de 100 cm² ultra compacte intégrant des circuits fluidiques ayant une largeur de motif de 400 microns dont la réalisation a été rendue possible grâce à l'emploi du procédé d'impression par sérigraphie. En 2019, une soixantaine de circuits a été imprimés de manière robuste et reproductible, permettant les différents tests de validation et l'assemblage d'un premier stack fonctionnel de 19 cellules qui a délivré une puissance d'1 kW. Outre leur versatilité, les procédés d'impression permettent d'envisager des conceptions ultra compactes ayant des densités volumiques ou massiques d'énergie très supérieures, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour les applications de mobilité hydrogène. Voilà. Un petit film qui résume de manière très très succincte ce qu'on fait pour l'instant qui est limité à l'échelle du laboratoire. Donc, on imprime une feuille à feuille. Voilà. Donc, une fois qu'on a imprimé ces feuillards, on assemble en fait nos feuillards sous forme de cellules. Donc, c'est une différence aussi qu'on a par rapport à la technologie. C'est que la technologie, il y a deux composants, il y a une plaque nucléaire qui intègre les circuits fluidiques et un AME. Nous, en faisant les équipements imprimés, on réalise une cellule, en fait. On intègre directement l'AME dans les circuits fluidiques. Et donc, vous voyez ici, on veut éclater une cellule, ce qui va construire avec les deux feuillards, les dessous de feuillards sur le recto d'impression du circuit amique, sur le feuillard. Et sur le dessus, on voit ici le feuillard avec l'impression du circuit refroidissement dessus et au verso, on a le circuit calculé. On assemble tout ça et on obtient une cellule parfaitement plane et rigide. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi ici, c'est qu'on a, par rapport à la géométrie en routine, dans laquelle on a un circuit de refroidissement en fait, qui est négatif du circuit calculé, on a ici un circuit de refroidissement complètement indépendant, dans lequel on peut régler la section de manière indépendante. Donc, parmi les dernières choses qu'on a pu réaliser au niveau du CEA, donc nous, on réalise que des petites séries. Donc, on a fait une petite série de 10 cellules et on a monté un stack de 10 cellules. Donc, ça nous a permis de valider en une maturité presque 4. Donc, vous avez sur la droite le stack en assemblé avant le cirage. Donc, on a fait juste un petit zoom pour montrer un petit peu la qualité de ce qu'on a, la précision, en fait, de l'impression. En fait, en gros, on a une incertitude de positionnement et sur l'impression d'environ 150. On peut vraiment obtenir de très grandes précisions, de très belles reproductions des cellules à la suite. Donc, ensuite, ce stack, on l'a testé en performance. Donc, on peut voir ici sur le graphe la puissance moyenne d'une cellule en fonction de la densité. On a testé ça donc en différentes conditions, des conditions avec le CEA, mais aussi des conditions européennes. Et on voit que dans toutes les conditions, qui sont des conditions intégrant des gaz plus ou moins humides, des conditions plus ou moins de température différentes, on voit que
ces cellules se comportent bien. Quand on fait le bilan un peu des densités, ça c'est le tableau en dessous, donc ces cellules avaient été réalisées sur des filières 50 microns, on voit qu'on obtient déjà des densités massiques et volumiques qui sont similaires à ce qu'on obtient avec les classiques en outil, la référence avec la NAR. Depuis, en fait, on a validé l'impression sur les filières 20 microns. En fait, on voit que si on remonte à un stack 20 microns avec cellules comme ça permet de en fait des densités massiques qui sont proches de 9 kW par kilo. Donc là, on n'est pas encore complètement optimisé. Donc, voilà, c'est une techno qui permet d'obtenir vraiment des densités massiques très, très importantes. Donc ensuite, on a voulu valider un petit peu ce qui m'a monté au niveau de la durabilité de ce stack. Et globalement, on a ici la présentation de 900, quasiment 900 heures de vieillissement dans un cycle FCDLC. Donc un cycle FCDLC, c'est un cycle, c'était plutôt automobile, d'arrêt démarrage. Donc c'est des cycles de vieillissement qui sont un peu rangés, un peu pareil. Donc on voit que il s'est très bien comporté. Et en fait, on a eu un arrêt qui était dû à la dégradation du revêtement de carbone. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les fournisseurs classiques de revêtement carbone sur les filières, nous accompagner. On a pris un fournisseur français qui développe des revêtements carbone sur une filière très fine. Et en fait, depuis qu'on a fini le stack, en fait, le problème est résolu. Nous a validé de nouveaux revêtements pour filières très fines qui résistent. En fait, potentiellement, on avait ici de 900 heures, mais on sait qu'on va beaucoup plus longtemps. Voilà, sachant que du coup, du panel aéronautique, on n'a pas cette test pour l'instant. On a aussi regardé tout ce qui était analyse de cycle de vie et technico. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que du point de vue à empreinte environnementale, en fait, déjà en faisant une analyse à l'échelle du laboratoire, notamment du fait qu'on utilise beaucoup moins de matière, on se retrouve avec une empreinte climatique qui est déjà inférieure aux techniques classiques de référence commerciale. Il y avait une question d'électricité consommée pendant le process et on voit que si on utilise une électricité française, c'est mieux que le format classique commercial. D'un point de vue technique, c'est pareil. En fait, la sérigraphie, la technique qu'on utilise pour l'instant, elle est très pertinente pour le prototypage. Ça permet de faire des géométries très rapides, très faibles. Par contre, pour une production de masse, en fait, la sérigraphie n'est pas adaptée, donc on est en train de regarder des procédés alternatifs qui sont plus adaptés à ces forts production. Et puis, il y a un petit impact secondaire, c'est que si on regarde en sérigraphe, à l'heure actuelle, en impression, on peut produire des motifs beaucoup plus simples. Ces motifs plus fins, ils font que on a beaucoup moins d'hétérogénéité à l'échelle d'un canal, et tout ça devrait augmenter la durabilité. Donc, en synthèse, donc c'est une techno qui est vraiment intéressante sur l'augmentation de densité massive, qui est quasiment doublée densité classique. On a validé la durabilité des matériaux. Je veux dire, on a une grosse flexibilité de conception. Ce dont on n'a pas parlé, c'est qu'en plus, on obtient des cellules parfaitement planes, etc., rigides. On a certainement une facilité au niveau de l'assemblage. Si on veut, par exemple, monter des stacks par des robots, etc. Et aussi de l'intérêt au niveau de la maintenance de ce techno. Au niveau des perspectives, c'est ce que je disais au début, en fait, on a commencé à regarder, à transférer ces technos sur les grandes surfaces, et on voit que l'impression peut imprimer les grandes surfaces, il n'y a aucun souci, pas de souci de variation de surface imprimée. Et voilà, l'intérêt des perspectives qu'on a, c'est qu'on peut imprimer grâce à des géométries plus grandes. On a posé un certain nombre de brevets sur l'idée d'imprimer le circuit d'étanchéité, des impressions de géométrie 3D, de capteurs aussi, sur des géométries planes, donc on peut assez facilement imprimer des capteurs d'instrumentation. La chose qui intéressera aussi l'aéronautique, c'est que pour l'instant on imprime avec des matériaux qui sont validés basse température, mais pas haute température, on va regarder pour intégrer des matériaux qui soient compatibles à haute température et imprimer. Et enfin, c'est ce que je disais aussi avant, on est en train de regarder pour changer de process, pour aller vers une industrialisation. On regarde pour avoir un procédé roll-to-roll alternatif à la sérigraphie. Et l'idée, là, c'est une étape assez importante parce que là, l'idée, ça va être développer petites lignes de produits
Pour dire de petites séries de cycles aussi. Donc voilà, je vous remercie et je passe la main à Hermine pour les questions. Alors, la première question, elle va être pour toi, Christophe. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas utilisé une pression d'hydrogène de 750 bars dans le réservoir de stockage Alors, effectivement, les augmentations sont possibles entre typiquement 350 et 700 bars. 750, c'est, je sais pas, c'est plus rare, voilà. Il y a aussi du 300 bars, je pense, c'est comme ça, il y a différentes augmentations. En fait, dans ces dimensions de réservoir qu'on cherchait, qu'on notre projet, on n'avait pas non plus un choix énorme, et on avait la contrainte de prendre un fournisseur européen. Donc, et une bouteille qui répond à une norme européenne, et donc on a pris ce qui était le plus léger, indépendamment du niveau de pression. En fait, quand on passe à 700 bars, le réservoir est plus compact, on est dans le volume, ça c'est clair. Par contre, en termes de masse, elle n'est pas forcément, parce que un réservoir 700 bars a des parois beaucoup plus épaisses, et donc l'un dans l'autre, en fait, en termes de masse, on n'est pas forcément, pas du tout. Ça dépend. D'avoir des types, etc. Donc voilà, nous, on a pris ce qu'on a trouvé mieux à l'instant T en commerce. On n'avait pas de religion à dire a priori sur le niveau de pression. J'ai une question pour Jean-François. Oui. Quand vous dites que l'impression par sérigraphie est très pertinente pour le prototypage, est-ce que vous pourriez préciser l'ordre de grandeur des coups et des délais? Alors, en fait, si on veut faire une conception des nouvelles géométries, on peut d'abord faire la CAO. Une fois que la CAO est faite, il suffit de commander en fait des écrans. C'est quelques centaines d'euros, hein, quelques milliers d'euros. Mais du coup, ça veut dire que va faire un peu de réglage. Mais en quelques mois, on est capable de. Alors, pour la zone active, ça veut dire que pour la partie périphérique, il faut automatiquement adapter la partie éligibilité, la géométrie qu'on a appelée en zone active. Pour faire des géométries, prototypage, en quelques mois, on est capable de tester. J'en ai une autre pour Christophe, je pense. Quelles sont les améliorations de l'efficacité des piles à combustible? Alors, excusez-moi. Quelles sont Pardon. Concernant le stockage d'hydrogène, quels sont les avantages et les inconvénients de l'hydrogène comprimé par rapport à l'hydrogène liquide dont on parle? Et alors, l'hydrogène, effectivement, l'hydrogène liquide, on l'a vu, comme on l'a présenté tout à l'heure, l'hydrogène liquide, on va sur des réservoirs, enfin, sur des densités d'énergie beaucoup plus importantes, je l'ai liquidé sur l'hydrogène gazeux, mais comme on a utilisé dans le projet Rapace, on est sur des densités, en fait, dans l'automobile, sur qui sont autour de 5-6%. C'est-à-dire que sur un réservoir de 100 kg, qui est 100 kg, on a 5 à 6 kg d'hydrogène embarqué. Par le ratio massif. Le masse d'hydrogène divisé par la masse du réservoir est sous. Pour Rapace, c'était même moins en réalité parce que sur des dimensions petites et voilà, après il y a des effets de bord qui font qu'on va vers des tirs dehors, le ratio massif. On va dire pour typiquement le mieux qu'on fait sur du gazeux, qui répond à toutes les normes, etc., objectifs, c'est 6%. Quand on passe à du liquide, on peut monter à 15, 20, 30, voire je suis dans une roadmap, jusqu'à 75%. C'est pas si on arrivera, mais en tout cas, on peut monter beaucoup plus haut. Voilà. Et donc voilà, l'hydrogène liquide, c'est un vrai avantage pour faire avec une autonomie. On va beaucoup d'énergie. Par contre, pour les petites échelles comme nous, c'est un petit droit. Le stockage liquide, la petite échelle, elle devient, son ratio massif se dégrade aussi. Et surtout, ça pose aussi pas mal de contraintes opérationnelles. Donc, on a testé les petits droits d'hydrogène liquide. D'ailleurs, c'est ceux-là qui font des rapports d'autonomie. Il y a un rapport d'autonomie de l'hydrogène sur l'hydrogène liquide sur les drones. Et ça pose beaucoup de problématiques biologiques. C'est pas forcément très opérationnel, que ce soit pour le cycle, pour le nucléaire. Donc, voilà, je pense que ça va donner des records pour la petite échelle. Par contre, pour la grande échelle, Airbus et tout ça, le transport, là, l'hydrogène liquide est important. La technologie de notre pile à combustible de type PEM est-elle différente de celle pour le spatial? Y a-t-il un intérêt à utiliser la technologie spatiale?
Je sais pas si c'était par rapport à l'imprimé ou pas, mais je sais pas s'il y a vraiment des piles en Suisse. Il y en a eu pour le programme Lima, peut-être encore, mais on n'arrive pas. Si c'est pour la Lune, on a les mêmes fonctionnalités, mais ça répond au même cahier des charges. Ce que j'ai en tête dans le spatial à l'époque, c'était les années 60, c'était pas Apollo, c'était le guide, si on peut appeler la méthode. Donc c'est encore une technologie. La technologie quand même, on va échanger des protons à base de nation, c'est pas encore. Aujourd'hui, on a des piles qui sont beaucoup plus compactes, on voit pas d'inconvénient à utiliser cette technologie dans le spatial. Donc ça tout de suite par rapport à ce qui est utilisé par le passé. Oui, j'ai une autre question sur la récupération de chaleur, notamment pour les systèmes de piles, puisqu'on travaille sur récupérer la chaleur générée par la pile. Alors, nous, on ne travaille pas dessus. En fait, selon l'application, ça peut être tout à fait intéressant. Alors déjà, dans le domaine stationnaire, c'est quelque chose qui se fait, ça s'appelle la cogénération. Parce qu'effectivement, pour faire simple, la pile, elle fait la moitié d'électricité et la moitié de chaleur. Quand on fait la cogénération, c'est-à-dire qu'on récupère la chaleur, chauffer un bâtiment. Là, voilà, on atteint un rendement Google qui est très élevé, quasiment 100%, pas loin. Et par contre, quand on est sur des applications mobiles, là, c'est toujours une grande question de récupérer la chaleur parce que, oui, on augmente le rendement, mais on alourdit le système. Et après, il faut voir aussi les différentes technologies de piles. Nous, alors, nous, on travaille sur des piles, c'est vraiment basse température, donc 80 degrés. Là, valoriser la chaleur pour en faire de l'électricité, c'est quasi impossible parce que, il y a le rendement de Carnot qui dit que, voilà, on a une température de source chaude qui est très faible, donc en fait, un rendement mauvais pour faire l'électricité. Par contre, on peut utiliser directement cette chaleur là où on en a besoin. Par exemple, lors d'un avion, on peut faire des givrages, givrer les ailes. On peut aller réchauffer l'eau chaude sanitaire pour les passagers. On peut faire différentes choses, utiliser cette chaleur. On peut même réchauffer et utiliser cette chaleur pour réchauffer l'hydrogène liquide. Parce que qui dit hydrogène liquide, dit cryogénie. Cet hydrogène liquide, il faut le réchauffer à un moment donné pour l'envoyer dans la combustible. On va pas l'envoyer à 100 degrés. Donc voilà. Donc après, il y a des synergies à trouver. Typiquement, l'hydrogène cryogénique sur un avion, ça apporte pas mal de synergies. Tu parles de l'utilité pour fournir les câbles électriques. Voilà, donc tout ça, c'est des sujets à regarder pour regarder facilement. Ou dans le labo, on travaille pas directement là-dessus. J'ai une dernière question. Quels sont les problématiques des batteries lithium et des piles à combustible avec les variations de pression existantes pour l'aéronautique? Est-ce que la variation de pression a un impact? C'est pas vrai, c'est plus simple. Alors, sur la batterie, on n'a pas identifié. Alors, si, il y a un enjeu majeur sur la batterie qui est les distances d'isolement. J'ai mangé de la courbe célèbre. En fait, à mesure qu'on monte en altitude, la résistance électrique de l'air diminue. On peut atteindre la tension de plaquage. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une source majeure de défaut et une fine d'emballement thermique dans la batterie. Mais en dehors de cet aspect sécurité qui est très important, mais qui est finalement assez facile à prendre en compte, parce que les poids physiques sont connus, il suffit de renforcer l'isolation électrique, donc de rajouter du poids initial, encore une fois, pour une fois, on va essayer de compromis. En dehors de cet aspect sécurité, pour l'instant, on n'a pas identifié de perte de performance, par exemple, sur la batterie. À mesure qu'on monte dans l'altitude, simplement parce qu'il n'y a pas d'air dans la batterie. Peut-être que, et puis sur les technologies type couche ou prismatique, il y a besoin d'assurer une pression, les formes de grandeur de compression mécanique sont bien supérieures à la pression, à la grandeur de la pression atmosphérique, donc il n'y a pas d'influence. Et donc, pour la pile à combustible, moi, je verrais principalement deux problématiques. Pour le coup, il y a une perte de performance. Le système, en fait, qui va utiliser l'oxygène présent dans l'air atmosphérique. C'est vrai pour un turboréacteur, pour un moteur thermique de voiture. Quand on monte en altitude, on diminue la pression d'air et donc la pression partielle d'oxygène. Il faut comprimer cet air pour remonter à des niveaux de pression qui permettent de maintenir une performance, une puissance correcte. Donc, qui dit augmenter le taux de compression, dit consommation d'énergie, baisse du rendement système. Voilà, ça c'est des thématiques bien connues aussi dans les machines thermiques.
Ça, c'est le premier point. Donc, il faut trouver le bon dimensionnement en fonction de l'application, donc en fonction de l'altitude, en fonction de la durée de vol, aussi de puissance, voilà, il faut dimensionner au niveau de tout ce qui est compression. Le deuxième point, c'est également le refroidissement. Pour les piles à combustible, le refroidissement dans un avion, c'est un vrai sujet, et plus on monte en altitude, plus la densité de l'air est venue, et plus effectivement, avec l'échange thermique avec l'air va être faible. Pour l'appareil, il faut trouver des solutions. Il y a différentes solutions. Mais voilà, l'altitude, en tout cas, joue à la fois sur le niveau de performance de la pile et sur son refroidissement. Voilà. Pour terminer, il y a eu d'autres questions. Je suis désolée, on n'a pas forcément le temps d'y répondre. Ce que je vous propose, c'est que vous répondrez par mail directement à chaque personne qui a posé sa question. Si vous avez partagé vos adresses mail, avec grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup de votre écoute et j'espère que ça vous a intéressé. Et je remercie mes collègues pour leur participation également.